L'aventure Alternatiba a commencé un petit peu avant, en 2009, un petit peu avant la conférence climat de Copenhague. Là, il y a un certain nombre de citoyens de Pau et de France qui se sont mobilisés pour la conférence climat à l'époque. Et il y a eu un échec énorme des négociations climatiques au niveau des États. Et après, on était tous très déçus, on avait un petit peu la gueule de bois. Après, on y croyait beaucoup. Et on s'est dit, il faut prendre son destin en main, il faut montrer que nous-mêmes, on n'attend pas uniquement des élus ou des États, mais qu'on peut, voilà, on peut faire nous-mêmes des choses. Et est née l'idée d'Alternatiba, qui a germé et qui a explosé à Bayonne en 2013, en octobre 2013. Donc on est allé voir le premier village des alternatives en 2013 à Bayonne, et ça nous a regonflé, mis plein d'espoir. L'idée principale, c'était de remettre les solutions locales, accessibles et concrètes dans les mains des citoyens et leur dire qu'eux-mêmes étaient capables de faire une transition vers une société qui est moins dépendante des énergies fossiles et qui permet de lutter contre les changements climatiques. Très brièvement, une approche dans le processus Alternatiba aujourd'hui, les personnes qu'on rencontre en majorité, ce sont effectivement beaucoup de militants venus du secteur associatif, du milieu syndical, des politiques. Mais quand même, il faut le reconnaître, une des grandes spécificités de la dynamique Alternatiba, c'est aussi d'arriver à joindre dans ce mouvement des personnes nouvelles pour qui ça peut être une première expérience de militantisme. Quand on touche du doigt la difficulté face aux grands projets inutiles et imposés qui maillent le territoire et face auxquels des zones à défendre se constituent, ces participants dans cette dynamique d'Alternatiba se radicalisent progressivement et prennent conscience que le changement urgent face à la crise climatique, sociale, économique, démocratique qui se fait jour passe par des solidarités translocales. Débat qui se passe aujourd'hui ici à Billère et qui se passe tout au long de l'année partout, eh bien, pose la question de quelle politique sociale, quelle politique économique, quelle politique environnementale. Sans rentrer en détail, le problème, voilà, c'est qu'il faut appuyer sur le bouton et ça marche. C'est l'écologie de l'offre. J'appelle ça l'écologie de l'offre. C'est-à-dire, en gros, c'est vous m'arrêtez les centrales nucléaires, vous me décarbonez le truc, et pour tout le reste, je veux tout pareil. Même mobilité, même niveau de chauffage, même dépenses, tout pareil. Le réchauffement climatique a des causes qui sont liées à un système énergétique, à des choix de production, à des choix de consommation, qui ne sont pas directement liés aux inégalités sociales. Il n'en reste pas moins que depuis une trentaine, quarantaine d'années, les inégalités sociales se sont accrues de manière absolument exponentielle dans nos sociétés. Ces inégalités sociales sont un frein pour la lutte contre le changement climatique. Je pense par exemple à toute la consommation low cost, qui consiste en des produits que nous importons de pays du Sud, qui sont souvent produits dans des conditions sociales et écologiques absolument catastrophiques, qui permettent à des catégories sociales aujourd'hui déshéritées d'avoir accès malgré tout à certaines consommations et qui sont très fortement destructrices et du climat et de la biodiversité, etc. Voilà pourquoi nous disons aussi que la lutte contre les inégalités sociales, c'est un levier extrêmement important par rapport au changement climatique. On ressent le changement climatique dans le bassin d'Adour, ça évolue. Bon, le problème du climat, c'est qu'il est évolutif d'une année sur l'autre, c'est très très variable bien sûr, mais on sait par les études qui ont été faites déjà qu'il va y avoir un changement important dans les années à venir. Le changement climatique, il est déjà sensible dans l'enneigement en montagne, il est sensible à différents niveaux, mais c'est très difficile. Il est sensible aussi par exemple sur les crues. On se rend compte qu'il y a des crues quelquefois assez importantes ces dernières années, et ça c'est un phénomène caractéristique sans doute du changement climatique, où il va y avoir des phénomènes extrêmes qui vont se développer.
Dans le cadre des villages des alternatives, ce qui est très intéressant, c'est qu'on met en valeur des expériences alternatives concrètes à une échelle plus ou moins locale, plus ou moins régionale, plus ou moins nationale et personnelle, mais qui, de fait, en creux, pose cette question de la transformation radicale des modes de production, de consommation et au final de nos vies au quotidien. Les différents maillons, les différentes échelles s'imbriquent et on sait que le changement passera nécessairement par cette articulation entre ces différents leviers, ces différentes batailles à ces différentes échelles. Pour moi, il y a deux objectifs principaux dans une monnaie locale complémentaire. Le premier, c'est redonner à la monnaie un peu sa valeur d'origine, c'est-à-dire permettre uniquement des échanges et pas de la spéculation ou de l'accumulation d'argent. Et ensuite, deuxième objectif qui pour moi est le plus important, c'est encourager la relocalisation de l'économie. Je choisis aussi de participer à la TIN parce que j'ai envie de faire parler, j'ai envie qu'on s'interroge et qu'on parle de cet outil qui est l'argent. On peut acheter énormément de choses en fait. Le but du jeu, c'est de créer un réseau le plus large possible pour faire en sorte que l'argent ici serve aux Béarn et reste ici et ne s'évapore pas trop là où on ne peut pas trop la contrôler. Se demander quoi faire et comment faire bien, ça ne doit jamais être séparé de pourquoi fait-on ça. Et il faut mettre de l'intention dans nos gestes vertueux. La vertu et la morale tout seuls ne suffisent pas, il faut les politiser et donc les rendre collectives. Il y a deux dangers. Il y a le danger de penser que tout va se faire à partir d'un traité international ou bien d'une loi nationale, et le danger de penser que chacun, avec sa petite expérience, va pouvoir modifier les choses. Je pense qu'il faut vraiment penser les deux. Que la solidarité vive dans tous les cœurs. Là, je suis venu juste témoigner d'une installation que j'ai réalisée chez moi pour récupérer l'eau de pluie et l'utiliser pour les WC, pour le lave-linge et le jardin. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose parce que si on ne fait rien, on est en train de se faire prendre notre vent et notre soleil. Out l'opérateur public, puisqu'on est sur un marché concurrentiel, c'est décidé par Bruxelles. Et aujourd'hui, si on ne fait rien, on va se retrouver avec des fonds de pension, des spéculateurs, banques qatariques, banques chinoises, qui produiront de l'électricité ou du gaz et qui vous vendront sur un marché libéralisé cette énergie. On a réussi à prouver qu'on pouvait y arriver en étant commune pas forcément très riche, qu'on peut inclure le citoyen et les collectivités à travers de structures qui deviendront propriétaires d'une partie de l'appareil de production. Je viens de faire l'enquête publique sur le Grand Pau, les 143 communes du Grand Pau, pour le SCOT, schéma de cohérence territoriale. Et là, on a un regard nouveau, c'est-à-dire que les alternatives qu'on commence à entendre là aujourd'hui dans la journée, on commence à les prendre en compte, au moins sur les principes. On change les priorités, c'est inverser le regard, changer le regard. C'est ça qui est important. Le café suspendu était un café associatif et solidaire. Solidaire dans le sens où on peut payer deux consommations, une pour soi et la deuxième pour une personne qui en ferait la demande. Donc on met en attente des consommations pour des personnes dans le besoin et on propose aussi une variété d'activités pour que les gens puissent faire ensemble, se retrouver et partager. Et je crois avoir la solution. Un comportement destructif et qui est contre-productif à ce qu'on essaye de mettre en place. On a parlé de l'importance de l'intuition, l'intuition qui peut justement être... Fil en aiguille, on s'est retrouvés du coup dans la couveuse agricole tous les trois. Et là, on vient, donc ça fait maintenant 5 ans qu'on se connaît, et on vient d'acquérir une ferme à Augeot-les-Bains maintenant, pour pouvoir faire pousser nos légumes et notre blé qu'on transformera en farine et en pain d'ici quelques mois, quand on aura fini de tout monter.
Et l'objectif, notamment quand on passe en semi-direct sur couvert végétal, c'est qu'un système, c'est pas un objectif. Moi, c'est juste un moyen qui permet d'avoir une agriculture plus performante. D'un point de vue économique, parce qu'on va pouvoir produire plus, mieux. Ensuite, d'un point de vue social, puisqu'on redécouvre notre métier, qu'on prend énormément de plaisir à travailler, on est épanoui au niveau du travail. Et enfin, d'un point de vue de l'environnement, puisqu'on restaure la fertilité des sols, on l'améliore. Et du coup, on va pouvoir laisser à nos enfants un sol plus fertile, où ils continueront eux aussi de pouvoir se nourrir. Comme nous, on n'avait pas de monnaie, on s'est installé, on avait 10 000 francs à l'époque de côté, donc ça a servi pour l'achat du troupeau. On s'est dit, quand il faudra acheter les terres, comment on va faire? Et puis on nous a parlé du GFAM du Pays Basque, et puis nous, on a fait le copier-coller des statuts, et on est démarré là-dessus. Et on a été chercher des porteurs de parts. C'est-à-dire qu'on a acheté collectivement le foncier. Le grand retour des communs, qui sont des formes très traditionnelles d'accès, de partage de ressources, etc. Bien, le grand retour, c'est lorsque on a introduit de la propriété intellectuelle sur des idées, sur des inventions, chercheurs scientifiques, professeurs, etc. On a été scandalisés. C'est-à-dire que le domaine public commun sur lequel on travaillait, qui permettait de produire de la connaissance, d'échanger librement, de créer des communautés de créateurs, s'est trouvé tout d'un coup envahi par de la propriété privée. Et donc on a fabriqué des outils pour reconstituer le commun, pour remettre dans le domaine public ce qui n'aurait jamais dû en sortir. De suite, les jeunes sur les sets de la coloc ont été peu présents. J'ai appris aujourd'hui beaucoup de choses et je les ai collectées dans cette petite boîte secrète. Les humains sont intelligents et créatifs. Et l'intelligence collective, je dirais plutôt les approches d'intelligence collective, sont des pratiques qui permettent que ce potentiel puisse émerger d'un groupe. Du fait qu'on vit depuis très longtemps dans une idée de séparation, la nature là et nous là, et puis la hiérarchie, etc., on a cloisonné les matières. Et en fait, jusqu'il y a peu, ça commence à changer, mais on s'est vraiment construit une culture d'expertise. Et les experts ne parlent pas entre eux. Du coup, on a tendance, quand on est entre experts comme ça, à être dans le débat, à essayer d'avoir raison. On est dans le conflit, puisqu'on est dans le cloisonnement. Et les processus d'intelligence collective permettent de mettre une fin à ça, et vraiment d'aller dans l'addition et la multiplication des avis et des intelligences, les unes par les autres, plutôt que dans la division ou la soustraction. Ce qui m'intéresse dans l'activisme joyeux, c'est de la façon qu'ont ceux qui font cette démarche-là d'essayer de sortir de la culpabilisation pour le grand public, parce qu'on se rend compte que la culpabilisation ne fonctionne pas en général, elle génère du déni en fait. Et en faisant de l'activisme joyeux, c'est-à-dire qu'il y a une issue positive et qui fait rire, ils sont souvent plus séduisants et ils font que les gens s'intéressent à leur thèse avec un regard plus bienveillant. Je suis Andy des Yes Men et j'ai remarqué que chez vous, les hommes politiques sont incapables de refuser une interview avec Sean Hannity. Alors je pense que les initiatives locales, les initiatives territoriales, elles sont formidables, elles sont géniales, elles sont porteuses d'exemplarité, de pilotes, ça donne l'enthousiasme, etc. Simplement, il ne faut juste pas se faire d'illusions, ça ne suffira pas à sauver la planète malheureusement. De la même manière que les actions individuelles, que la prise de conscience individuelle, la révolution des consciences, c'est aussi formidable parce que ça permet, on peut tous au quotidien composter ses déchets, consommer différemment, manger moins de viande, que sais-je. Il ne faut pas non plus attendre des miracles de la COP21 et puis des actions internationales. Et donc ça veut dire qu'il y a une échelle entre le territoire et l'international. Et cette échelle, ça s'appelle les États, les petits groupements d'États, l'Union européenne, que sais-je. Et il va falloir qu'on retrouve un peu d'audace et qu'on reprenne notre destin en main. Et d'un Alternatiba à un autre, ce qui est très encourageant, c'est qu'il y a toujours des après-Alternatiba. Depuis 2013, depuis le premier Alternatiba à Bayonne, des Alternatiba ont vu le jour un petit peu partout en France, avec à chaque fois des solidarités qui sont nées,
des associations qui ont gardé le contact, à partir desquelles se créent de nouveaux projets. Et on sait que c'est via ces solidarités translocales que le changement social, le changement, une véritable transition écologique et sociale peut être mise à l'œuvre. Merci de votre attention. Je vais vous demander de plier les tentes là de suite, parce qu'il y a un centre commercial qui vient s'installer et ils ont besoin de la place. Donc il faut faire table rase de suite là. Merci.